Bienvenue dans le deuxième épisode du Setup Podcast. Dans cet épisode, on va parler encore une fois iso-inertiel. Je vous présente les avantages de la technologie. Pourquoi les plus grands préparateurs physiques et kinés du sport de haut niveau se sont tournés vers l'iso-inertiel? La première des raisons, c'est au niveau logistique. On sait qu'on est des professionnels de terrain et malgré toutes nos envies et toutes nos connaissances, on est limité par ce qu'on est capable de faire sur le terrain et les moyens qu'on a. Et même dans du sport de très haut niveau, on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. Donc, le premier avantage, c'est que c'est compact, léger, transportable. Et c'est pour ça, en fait, aussi que la NASA l'avait mis en place sur la Station Spatiale Internationale. C'est que c'est le système où on peut créer le stress de 300 kg sur un appareil qui en fait 30. Et c'est ça c'est une clé et un gain pour nous. La deuxième chose, c'est par rapport à l'athlète, c'est que c'est facile d'utilisation et adaptable. Ça veut dire qu'avec une machine, on peut faire de nombreux exercices et créer des situations ouvertes comme fermées. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que du coup, cet outil, il va jouer un rôle multiple et il va en remplacer une dizaine. Quand je parle de facilité d'utilisation, c'est pas seulement de la facilité à mettre en place. C'est pour ceux qui ont déjà utilisé l'iso-inertiel, qui l'ont mis en place avec des athlètes, c'est une machine en fait où l'athlète il va comprendre et très rapidement en fait valoriser s'il le fait correctement. La chance qu'on a, c'est que si ça fonctionne, il le verra de suite. C'est-à-dire si l'exercice est correctement fait, si le but, s'il répond à l'objectif de la situation que le préparateur physique ou le kiné a mis en place, ça sera de suite réussite ou échec. Et ça, pour un athlète, dans les phases d'apprentissage, c'est quelque chose qui est facile à comprendre pour lui. C'est pas comme sur un squat ou un mouvement d'haltérophilie. Souvent, quand on débute ça, les athlètes ils nous disent « Ouais, je comprends pas ce que je fais mal, j'arrive pas à monter ma barre. » Et on a besoin d'un œil extérieur, d'un feedback de vidéo ou d'autres choses. Là, l'athlète de lui-même, il sait si c'est réussi ou si c'est échec. Et ça, c'est une grosse plus-value dans notre travail. Parce qu'en fait, on rend intelligent, on contribue à la capacité de gestion et de compréhension de l'athlète. Ensuite, bien sûr, c'est parce qu'il y a des avantages à l'entraînement, que ça amène des résultats. On sait que, pour ceux qui ont écouté le premier épisode où on parlait de la définition de ce qu'était l'iso-inertiel, la grosse plus-value de cet outil, c'est sa capacité d'autorégulation. On sait qu'on sera toujours dans la bonne zone de travail ou du moins dans la zone qu'on a paramétrée. La seconde chose, c'est un signal moteur différent. On sait qu'un athlète, quand il est blessé, qu'on doit le rééduquer, quand on est kiné ou qu'on doit augmenter ses performances quand on est préparateur physique, on a besoin de lui amener de la nouveauté et on sait que le corps, il s'adapte à ce qu'il ne connaît pas. Et lorsque il y a trop de monotonie, ça ne fonctionne plus. Et la chance de cette technologie, c'est qu'on n'aura jamais exactement le même signal moteur. Pour ceux qui connaissent les concepts de répétition sans répétition, il me semble que c'est Alain Berthoz qui parle de ça. Et donc ça va nous donner une richesse d'informations. Quand je parle d'informations, c'est information pour le système de l'athlète. Dans sa manière en fait de progresser et d'interagir en fait dans son écosystème de performance. Et ça, c'est une énorme plus-value pour les kinés et les préparateurs physiques. L'autre chose, c'est la courbe de force. On sait que lorsqu'on fonctionne face à la gravité avec des haltères, des kettlebells ou des barres olympiques, on sait qu'on a une courbe de force qui est vraiment dépendante de l'anatomie au début et après en fait des leviers qu'on met. L'autre cas, c'est si on utilise une machine, mais le levier en fait on doit changer de machine pour du coup changer cette courbe de force. Et là l'avantage c'est que on va avoir selon les machines, chaque machine du marché a une courbe de force différente. Et en fait ce qui serait intéressant c'est d'avoir une machine qui puisse moduler sa courbe de force en fonction des besoins. Je sais qu'il y a certaines machines de salle qui le font, mais elles sont très grosses et c'est sur un exercice spécifique.
Un autre avantage, c'est la capacité de transfert. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées jusqu'à présent, on a une énorme capacité de transfert dans la discipline. On sait que notre rôle dans le sport de haut niveau, c'est que l'athlète, il performe dans la logique de son activité. Si il fait du sport co, ben, le but, c'est de marquer des buts. Si il fait des sports d'endurance ou des sprints, c'est d'arriver le premier par rapport aux adversaires sur la ligne de départ. Et pas autre chose. C'est-à-dire que, bien sûr, on veut préserver l'intégrité physique de l'athlète. Bien sûr, on veut qu'il soit équilibré, qu'il ait des niveaux de force suffisants pour pouvoir faire sa discipline. Mais toutes ces choses-là, tous les domaines sur lesquels on interagit, que ce soit en kiné ou préparation physique, ben, c'est des facteurs qui contribuent à la performance de la logique interne. Et pas autre chose. C'est souvent on l'oublie, mais selon mon avis, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, cette capacité de transfert, on sait que la richesse d'informations que ça apporte au système nerveux, ben, ça a un lien direct sur la capacité de transfert et les capacités que l'athlète a à évoluer et à bouger dans sa discipline. Et enfin, l'autre chose, c'est la dose minimale effective. Ça veut dire que la dose minimale effective, c'est le ratio de temps de travail et meilleur résultat. Et on sait que chez les athlètes élites, souvent, on a besoin d'avoir énormément de travail parce que ils sont déjà habitués à tolérer des grosses charges. Et là, l'avantage, c'est qu'on aura des choses, des séances qui vont être réduites, donc qui vont contribuer à la récupération, qui vont contribuer à pas surcharger l'emploi du temps et la journée de l'athlète parce qu'on sait que il a énormément de choses à faire. Et je me souviens quand j'avais le prépa de Chelsea en cours, il nous disait, nous, les séances de développement ou de maintien de la force dans la saison, c'est 15 minutes à l'iso inertiel. Contre, au moins 45 minutes sur une séance classique parce que le joueur, il faut l'échauffer, il faut faire un peu des semi-techniques ou du moins vérifier qu'il évolue en sécurité. Si on fait des hauts niveaux de charge, il faut faire des gammes montantes parce qu'on sait qu'on ne peut pas le lancer de suite. Et forcément, l'athlète, il va y avoir une petite partie récupération. Alors que là, sur l'iso inertiel, la chance qu'on a, c'est que on peut mettre une phase d'activation qui va être beaucoup plus rapide que les autres. Et le niveau d'éveil, ou du moins l'objectif qu'on va aller chercher, on va l'atteindre beaucoup plus vite. Et comme on est sur quelque chose qui est nouveau, avant d'aller chercher le déclin de fatigue, qui n'est pas forcément l'objectif recherché en cours de saison, l'avantage c'est qu'on a une séance qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus complète qu'une séance conventionnelle. Et je prends le temps aussi de te demander, si tu écoutes le podcast, si tu apprécies le contenu que je donne, mets le podcast sur pause et laisse 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises actuellement. Ça me fait vraiment plaisir et ça contribue à monter le podcast dans les classements et ça va aider le plus de monde possible. Donc je te remercie. Donc j'espère que ce deuxième épisode t'a plu. Je reste toujours disponible pour répondre à tes questions. N'hésite pas à m'envoyer un message, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un troisième épisode. A plus.